Bien, allez, on va commencer avec quelques minutes de retard, je pense. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence, vous dire combien je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce siège, ce centre d'affaires du Crédit Agricole, un centre d'affaires où, c'est une information au passage, mais où il est produit à peu près 30% de l'énergie qui est consommée ici et produite ici localement par le biais de choses que vous avez pu découvrir dans le film tout à l'heure. Donc principalement évidemment par les panneaux photovoltaïques. Alors en tant que premier financeur de l'économie verte de notre territoire, premier financeur d'une façon générale, mais plus précisément de l'économie verte, on a le plaisir ce soir d'accueillir Patrice Jonfron, qui est ici présent. Peut-être déjà l'applaudir. Donc pour cette conférence que l'on a baptisée, alors pas exactement le titre qui est ici, mais c'est pas grave, tout se rejoint, c'est transition énergétique, énergie renouvelable, où va-t-on après la COP26, comme vous le savez, la COP26 dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, ce projet de conférence, il s'inscrit dans une série de conférences que nous avons déjà instituées depuis plusieurs mois. En fait, ces conférences ont pour but de nous aider, les clients, les collaborateurs, les administrateurs de la Caisse régionale de la Touraine du Poitou, nous aider à constituer, à construire notre prochain plan d'entreprise. Et donc, on a donc une série de conférences, je ne vais pas toutes les énumérer, on en aura une prochainement avec Philippe de Certine par exemple. Bref, donc de façon à élargir nos chakras, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, et donc de manière à mieux construire encore notre plan d'entreprise pour les 3 années à venir. Alors, on va beaucoup parler d'énergie ce soir, on va beaucoup parler d'énergie renouvelable. Il faut savoir que c'est quand même une histoire presque ancienne pour le Crédit Agricole, de la Touraine et du Poitou, parce que depuis 15 ans, la Caisse régionale de Touraine et du Poitou a été très sensible à ces sujets, et on a plutôt démarré avec le photovoltaïque, il faut bien le dire, qu'on a réussi à développer de façon importante dans le monde agricole, mais aussi industriel pendant 15 ans. Ça nous a permis d'acquérir une courbe de compétences, et puis surtout d'avoir des équipes. Alors certains, vous les connaissez peut-être déjà, mais des équipes assez spécialisées sur tous ces sujets-là. Alors j'ai parlé de panneaux photovoltaïques, mais je pourrais aussi parler de la méthanisation et de bien d'autres énergies. En tout cas, on voit bien qu'avec la COP26, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est dit avec ces transitions climatiques, on a la conviction qu'il faut qu'on accélère. On a la conviction qu'il faut qu'on accélère. Et donc là, voilà, c'est tous les sujets. Il faut qu'on progresse à la fois sur toutes ces énergies renouvelables. Alors vous l'aurez compris, c'est aussi quand on parle d'énergie renouvelable, je crois que ça ramène véritablement au local. Et donc ça veut dire aussi qu'en finançant des énergies renouvelables localement, que ce soit photovoltaïque, que ce soit de l'éolien, que ce soit de la méthanisation, on crée aussi une économie locale de circuit court, et c'est pas pour nous déplaire. Donc clairement, on a cette ambition, cette prétention de dire on a eu pendant des années une économie carbonée, qui a plutôt réussi. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas réussir une économie décarbonée, et on se dit que on a cette prétention-là, que dans nos 2 départements, de la Vienne et de l'Indre-et-Loire, eh bien, on peut être assez leader sur ces sujets-là et apporter une véritable économie locale et circulaire. Donc voilà, donc j'ai déjà été trop bavard sans doute. Je vais tout de suite donner la parole à notre directeur général adjoint avant de pouvoir entendre Patrice Jonfron. Merci Président, Thierry Candidat, je suis très heureux de vous voir ce soir. J'aurais adoré qu'on soit encore plus nombreux, parce que je suis sûr que la soirée va être palpitante. On se présente souvent comme la banque doublement verte. La banque verte, c'est la banque des agriculteurs, de toutes les agricultures. Et on se targue aussi d'être la banque doublement verte, parce qu'on est la banque de toutes les énergies renouvelables, de toutes celles qui vont servir en fait le futur dans lequel on s'inscrit. C'est tellement vrai que, je ne vais pas revenir sur ce que Léa a dit, mais c'est vrai qu'on a commencé avec les agriculteurs, c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier, c'est eux qui nous ont presque poussés, à rentrer en fait dans ce marché, dans ce financement, dans cette complexité, il faut bien le dire aussi. Tu as parlé des équipes, ça nous a amené à embaucher pour la première fois peut-être des non-banquiers
qui étaient simplement des gens capables d'analyser un projet, capables de nous dire ça tient la route, ça tient pas la route. Je ne sais pas si c'est rentable ou si c'est pas rentable, mais je peux vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et ça, c'était nouveau, et c'est quelque chose qu'on a commencé dès le début des années 2010. Je dirais aussi que, au-delà de l'histoire, ce qu'il faut voir, c'est que cette réussite aurait pu être une réussite d'un soir, ça aurait pu être quelques opérations. Aujourd'hui, on est très fiers, je pense, tous les salariés, tous les administrateurs de la Caisse sont très fiers de savoir que nous portons 700 millions d'encours de projets. Hein, la Caisse régionale, c'est 12 milliards de crédits accordés. Donc 700 millions, ça n'est pas ridicule. On est quasiment à un peu moins de la moitié des financements que nous réalisons pour l'agriculture de façon générale. Et là-dedans, il n'y a pas que des projets agricoles. Ça nous a permis de faire émerger des leaders. Ça nous a permis de faire émerger des entreprises qui sont devenues sur le plan national, parfois même sur le plan international, reconnues, parce qu'à un moment donné, en Vienne, en Indre-et-Loire, on a été capable de leur faire confiance et puis de les accompagner dans des projets de plus en plus gros et d'être capable de sortir de nos frontières. Alors je ne vais pas être plus long parce que ce n'est pas nous qui sommes intéressants ce soir, c'est vous, Monsieur Lefond. Je vais simplement rappeler que nous avons une équipe dédiée, vous l'avez vu tout à l'heure, et que nous avons un stand, et qu'après l'échange que nous aurons avec vous, il y aura peut-être encore des questions et nous serons heureux de pouvoir y répondre et de vous accompagner dans vos projets. Nous sommes, vous l'avez compris, salariés et administrateurs, des acteurs engagés pour cette transformation énergétique, et je vais me permettre juste de vous présenter notre invité de ce soir, qui est donc professeur de sciences économiques, je vais essayer de ne pas l'oublier, professeur de sciences économiques à l'Université de Paris-Dauphine. Vous dirigez actuellement le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et vous avez été administrateur provisoire de Paris-Dauphine en 2020, précédemment vice-président international et directeur et de laboratoire d'économie, l'EDA. Vous êtes titulaire d'un doctorat en organisation industrielle et professeur d'économie. Vous êtes engagé dans de grandes institutions. Par exemple, vous êtes membre du conseil d'administration du Conseil français de l'énergie. Parce que vous avez fait une thèse, vous êtes habilité à diriger des recherches. Et vos recherches ont souvent été dans le domaine de l'interface entre l'industrie et la finance, qui vont parfaitement bien par rapport aux échanges que nous avions juste à l'instant, dans le financement de l'innovation et dans les modèles financiers asiatiques. Et vos travaux plus récents portent sur les problématiques liées aux industries de réseau, que ce soit les télécoms ou l'électricité. Voilà, j'ai fini, j'espère que je n'ai rien oublié, mais en tout cas, on va vous écouter avec attention et on est sûr que le débat sera riche. Merci encore. Bonsoir, merci beaucoup pour ces propos plus qu'aimables en introduction. Très heureux de vous retrouver, de votre présence. Je comprends qu'il y avait de la contre-programmation et que le président de la République avait décidé de parler à peu près en même temps que nous, ce qui présentera l'intérêt de nous laisser un peu plus de place au buffet. On aura à se partager un buffet, j'imagine, copieux. On sera un peu moins nombreux. Et puis surtout, je vais m'efforcer d'avancer assez vite finalement sur ce que j'ai à vous dire, de telle manière à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange et on le poursuivra tout à l'heure. Vous avez dit l'essentiel, donc moi je suis professeur d'économie, donc mon métier c'est d'enseigner l'économie, mais depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, je travaille sur des questions qui relèvent à la fois de l'énergie, du changement climatique et évidemment ce sont des questions autour desquelles il y a une certaine urgence. Et ce que je vais vous proposer ce soir, c'est d'essayer de mesurer un peu le chemin parcouru entre la COP21, qui était un moment évidemment qu'on avait qualifié d'historique. Il se trouve que la suite a été un peu compliquée parce que Trump est arrivé, puis parce qu'il s'est avéré que changer de modèle, et on le vit chacune dans nos vies, dans nos territoires, eh bien ça prend du temps. Mais en tout cas, la COP qui est en train de se dérouler, qui va se terminer à la fin de la semaine, est également une COP historique. C'est la COP au terme de laquelle on va vérifier grosso modo si les mécanismes de l'accord de Paris, ça marche ou ça ne marche pas. Et c'est autour de ces questions que j'aimerais partager avec vous quelques idées. Je suis économiste, on adore les chiffres, les graphiques. Beaucoup en plus sont en anglais, donc tout ça est d'une affreuse complexité, mais l'idée derrière chacune de ces diapos, d'essayer de détecter un peu l'idée qui permet de faire avancer nos échanges. Et naturellement, on pourrait m'interpeller autant que de nécessaire ensuite. Je vous propose de procéder de la manière suivante.
de regarder en préambule, de rappeler un peu quel est le problème. Alors on ne va pas, j'allais dire, retartiner sur le changement climatique. Je pense qu'il y a assez peu de doute sur la réalité du changement climatique. Mais je vais vous proposer 2-3 idées sur la manière dont les économistes considèrent le changement climatique et sur ce que ça signifie d'un point de vue économique. Si je dois résumer les choses brièvement, d'un point de vue économique, eh bien, ça suppose de changer de, comment le dire, de modèle économique, de changer de business model. Ça fait 2 siècles, avec beaucoup de succès, ça a été dit tout à l'heure, où on crée de la richesse en brûlant du carbone. Il faut apprendre à brûler moins de carbone et puis à continuer à créer de la richesse, et c'est le défi qui nous est posé. C'est un défi qui a vraiment un caractère historique, parce que lorsque vous regarderez les quelques diapos qui sont derrière, vous verrez à quel point ce modèle est à la fois un modèle puissant de création de richesse, vraiment très puissant. Aujourd'hui, chaque année, on crée 100 fois plus de richesse, si on regarde le PIB mondial, qu'il y a 2 siècles à peu près. Donc c'est une formidable réussite, vraiment bravo collectivement, et puis pour les générations qui nous ont précédés. Mais surtout, tout ça nous laisse une dette de carbone, d'émissions de CO2 qui est assez terrible, et donc il nous faut, et pour les générations qui nous suivront, assumer, on a assez peu de temps. Donc le gap d'émissions, c'est les émissions entre où est-ce qu'on en est. L'ONU chaque année les mesure, et c'est évidemment au cœur de la discussion sur la COP26 à l'heure actuelle. On va essayer de regarder un petit peu où on en est par rapport à ce qu'avaient été les engagements, et ensuite on va essayer de regarder les choses plus précisément au niveau européen et au niveau français. Parce que finalement, et ça a été dit tout à l'heure en préambule, grosso modo, on sauvera le monde si on a une série de micro-décisions localement qui sont prises et qui font du sens, parce que la caractéristique finalement, c'est qu'on va transformer des grands systèmes dans lesquels il y a notamment des grands moyens de production, des centrales à charbon par exemple, même si on n'en a presque plus en France. Il va falloir remplacer tout ça par eh bien, des filières nouvelles. J'étais assez impressionné en venant, je ne suis pas venu de Paris à pied, mais je suis en tout cas venu de mon hôtel à Poitiers à pied, et en arrivant j'étais très impressionné de voir toute la surface d'ombrière. Et bien là on est en présence de moyens de production qui vont se trouver à des endroits où on ne les voyait pas auparavant, et ça vaut aussi bien pour le photovoltaïque que pour la méthanisation agricole par exemple, vous l'avez également évoqué, c'est également un sujet sur lequel je travaille. Tout le problème, c'est qu'à l'intérieur de ces systèmes, eh bien, à un moment, on trouve quoi? On trouve des humains, nous toutes et tous. Et j'ai fait partie de l'équipe, et ça a été un grand privilège, qui a accompagné la Convention citoyenne pour le climat pendant des travaux qui se sont étalés à peu près sur 18 mois. Et évidemment, ce changement de modèle, c'est à la fois toute une série de défis techniques, évidemment, mais ce sont des défis en termes d'acceptabilité. Bon. Moi, je n'ai pas grand mérite, j'habite à Montmartre. Donc à Montmartre, on ne mettra pas des éoliennes, mais je rappelais tout à l'heure en préambule qu'au XIXe siècle, il y avait 22 moulins sur la colline de Montmartre, donc on a eu un passé éolien. Mais donc en tant que Parisien, évidemment, j'ai assez peu de menaces de voir dans ma fenêtre des éoliennes. Donc la question de la citoyenneté, de l'acceptabilité, c'est une question qui est absolument essentielle, parce que changer de modèle, ça va conduire à investir dans des actifs, dans des équipements industriels, eh bien, qui ne seront pas tous invisibles, qui ne seront pas tous inodores, si on pense un peu à la méthanisation, etc. Donc ça va être des contraintes. Comment est-ce qu'on organise le débat autour de ces contraintes? Et puis ça va être des investissements. Eh bien, comment on fait pour prendre en charge et assurer que nos concitoyens puissent assumer la charge de cette transformation? Au moment où nous parlons, nous avons, statistiques officielles, 4 800 000 logements qui sont classés F ou G, donc des passoires thermiques, il n'y a pas de doute, et on a à peu près 10 millions d'habitants en France à l'heure actuelle qui attendent avec crainte l'entrée dans l'hiver, qui sont des précaires énergétiques, parce qu'ils et elles auront des difficultés, et plus encore cette année, parce que les prix sont en train d'exploser, à faire face à l'énergie du foyer. Donc voilà, la dimension, tout ça n'est pas qu'un défi technologique, c'est un défi technologique absolument extraordinaire, vraiment absolument extraordinaire. On a la malchance ou le privilège, selon la manière dont on regarde les choses, d'être les générations qui vont devoir résoudre ce problème, achever de le résoudre. Et au cœur de tout ça, évidemment, il faut, et tout particulièrement pour un pays comme la France, qui après la Deuxième Guerre mondiale s'est reconstruit autour d'une énergie inclusive, et en particulier l'électricité, évidemment, il ne faut pas que le nouveau modèle crée de la force centrifuge, crée de la dissension, crée des mouvements de type de celui qu'on a observé en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes.
évidemment, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Et puis, on conclura, parce que c'est ma conviction profonde, sur quelques notes tout à fait positives, mais on a un peu de chemin d'ici là et je surveille la montre en parallèle. Donc, quel est le problème? Eh bien, voilà l'histoire qui est derrière nous. L'histoire commence à peu près en 1800, moment où on se met à utiliser d'autres ressources que la biomasse, donc le bois qu'on a utilisé évidemment sur des millénaires auparavant. Et on s'est mis à surajouter d'autres choses, à savoir du charbon, à savoir du pétrole, à savoir du gaz, et puis toute une série de choses. Là, on est au niveau mondial, qui pèsent relativement peu à l'heure actuelle, mais qui sont l'objet des transformations en cours. Il y a deux enseignements derrière ce beau graphique en couleur, deux enseignements. Premièrement, on parle de transition, mais au niveau mondial, jusqu'alors, on n'a fait aucune transition, on a fait des superpositions. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas moins de biomasse qu'il y a un siècle et demi, pas moins de charbon, pas moins de pétrole, pas moins de gaz. Et ce que l'on doit sortir du mix mondial, donc de la manière d'utiliser de l'énergie mondialement, ça pèse aujourd'hui 81%. Et on a 2-3 décennies pour sortir tout ça. Donc, au moment où on en est de la discussion, vous pouvez avoir des doutes sur la manière dont on va s'en sortir. Si vous avez regardé 007 tout récemment, ça ressemble quand même à ce genre de choses. Et sans spoiler, j'espère que ça se terminera mieux. Voilà, donc voilà le défi. Et ce défi, alors nous on est très avancé en France, évidemment, parce que le charbon, l'histoire charbonnière de la France, évidemment, a traversé une partie du 19e et du 20e siècle. On en est sorti assez largement. Mais comme le changement climatique procède d'un phénomène global qui sont les émissions de CO2, les émissions de méthane, etc., et qui ne se règle pas que localement, voilà, le défi, il faut le considérer mondialement, et mondialement, il est aussi impressionnant qu'il apparaît ici. Alors, ça, c'est illisible, mais c'est fait pour. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie. En fait, là, c'est le passé. Derrière, on a le passé, et là, on a le futur. Et donc l'Agence internationale de l'énergie nous dit, là vous avez des émissions de CO2, etc. Ne vous préoccupez pas ni d'essayer de lire, c'est impossible, ni même des codes couleurs. En tout cas, regardez cette pente, c'est la pente qui doit conduire à la neutralité carbone. Et donc c'est une pente au terme de laquelle on aura extrait du mix mondial le pétrole, le charbon et le gaz. Mais ce qui est intéressant, c'est le message qui est adossé à tout ça. L'Agence internationale de l'énergie, donc une agence de l'OCDE. Donc ce n'est pas une ONG, ce n'est pas le VVF. Cette agence, dans ce scénario, nous dit une chose qui n'a jamais été dite, en tout cas qui n'a jamais été dite par elle. Elle nous dit il faut arrêter instantanément. Donc instantanément, ce n'est pas 2025, ce n'est pas 2030, c'est aujourd'hui. Voilà. Il faut arrêter en 2021. De développer tout nouveau gisement de pétrole, de gaz et d'exploiter toute nouvelle mine ou d'étendre toute nouvelle mine de charbon. Donc ça, c'est un discours qui est un discours très très violent et qui donne une petite idée quand même du degré d'urgence. Parce que finalement, on a pris beaucoup de retard. Si on est à la COP26, c'est qu'on n'a pas résolu tous les problèmes à la 1, à la 2, à la 3, etc. etc. Et si on a dû changer de stratégie à la COP21, vous savez que la COP21, c'est la COP qui a donné naissance, si je puis dire, à l'accord de Paris. Avant l'accord de Paris, il y avait le protocole de Kyoto qui ne marchait pas. Et voilà, on est très très en retard. De toute évidence, on est très très en retard. Et donc, on va devoir faire des choses violentes, qui sont violentes économiquement. Donc, ne pas exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Le pétrole et le gaz, dans beaucoup de pays, ce sont des ressources qui ont de la valeur économiquement. De se décider d'accepter de les garder sous terre, évidemment, ça va être une décision violente. Vous vous souvenez peut-être qu'en France, c'est la décision qu'on a prise. En 2011, on a eu un débat assez bref, parce qu'on a découvert qu'on était probablement assez riche en pétrole de schiste et en gaz de schiste. Il y a eu un débat express en quelques mois à l'Assemblée nationale, et la décision qui a été prise a été de j'ai perdu le fil. Voilà, non pas d'arrêter, non, de ne pas commencer.
et non seulement de ne pas commencer à exploiter, mais de ne pas commencer à explorer. Voilà, donc ce bannissement, voilà, qui consiste à dire il y a des ressources, et bien ces ressources, on va les laisser sous terre, et bien c'est assez largement ce qu'il va falloir faire, et donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon les barils qu'on ne pourra pas brûler. Et évidemment, donc si on est en France, c'est pas très grave, parce que de fait, ça n'aurait pas été une révolution chez nous. Mais si vous êtes saoudien, si vous êtes russe, si vous êtes texan, etc., évidemment, tout ça, ça peut être une forme de traumatisme, donc ça explique une partie des difficultés. Donc premier message, historiquement ça monte. Deuxième message, on n'a pas le choix, il va falloir faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors bon, dans tout ça, il y a aussi des bonnes nouvelles, hein. Tout ce dont vous parliez en préambule, les technos qui vont permettre de changer de modèle, hein, du photovoltaïque jusqu'à l'hydrogène par exemple, eh bien ça apparaît à différents moments ici. Mais plus vite, plus fort que ce qu'on était parvenu à faire jusqu'à maintenant. Alors ça j'en suis assez fier parce que ça c'est un truc que j'ai tracé avec mes petits doigts. Et c'est un calcul, vous allez voir, c'est un calcul tout bête mais qui me semble bien résumer le défi. Ici, on a du CO2. Ici, on a du CO2. En fait, ce sont des milliards de tonnes de CO2. Hein, c'est ce qu'on émet chaque année, en tout cas dans le système énergétique. Retenez qu'on est à peu près à 35 milliards de tonnes de CO2. Et ici, en bas, vous avez le PIB mondial. Donc le PIB, vous savez que c'est la manière de mesurer la richesse. Donc si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous payez de la TVA, j'espère. Eh bien, le PIB, ça n'est jamais que la somme des valeurs ajoutées. Voilà. Donc, c'est la valeur qui est créée. Donc, c'est intéressant de regarder, en fait, le lien entre les émissions de CO2 et la création de richesse historiquement. Eh bien, on a... Donc, ça, c'est l'ancien business model. On va en parler dans ces termes. L'ancien business model, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'on a une forte croissance. C'est-à-dire qu'on a créé de la richesse mondialement en brûlant du carbone. Hein, si vous êtes déplacé pour apprendre ça, il n'y a rien de nouveau, c'est évident. Mais donc c'est un modèle qui est un modèle puissant et on le voit là. Là, le scénario qui est là en bleu, c'est ce que l'on doit faire, ce qu'on peut encore brûler finalement et mettre dans l'atmosphère, pour tenir le haut de la fourchette par rapport à l'accord de Paris. Vous vous souvenez que l'accord de Paris nous dit qu'il faut, à la fin du siècle, être quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés. Et plus on se rapproche d'1,5 degré, mieux ce sera. Parce qu'on aura moins d'ouragans, parce que la mer va moins monter, on aura moins de feux tels qu'on les voit à l'heure actuelle, on aura moins d'inondations, etc., etc. Eh bien, donc les deux scénarios qui sont là, celui-là c'est le 2 degrés, celui-là c'est le 1,5 degré. Et en fait, c'est un peu la synthèse des deux slides, des deux diapos précédentes. Voilà d'où on vient, voilà où il faut aller. Et si on a un regard économique, eh bien, ça veut dire qu'il faut casser le modèle économique historique, le business model historique, c'est-à-dire la manière dont on crée de la richesse depuis deux siècles. Et il faut le faire avec une pente qui est une piste noire en quelque sorte. Juste une manière de s'en convaincre, c'est d'essayer de se rappeler la dernière fois où on a émis aussi peu de CO2. Eh bien, il faut, pour retrouver le volume équivalent, il faut même sortir du graphique, il faut revenir en 1950. Et donc, conclusion, ce qu'on doit faire mondialement, et on a 30 ans pour ça, et ça va être évidemment très compliqué parce qu'on est encore sur un modèle qui monte là, le rebond à l'heure actuelle, l'année 2021, qui évidemment est une année un peu bizarre, c'est une année durant laquelle on continue à créer de la richesse à l'ancienne comme on en fait depuis 2 siècles. Eh bien, en 2050, il faudra brûler autant de carbone qu'en 1950. Entre-temps, la population mondiale aura été multipliée à peu près par 3, et le PIB mondial, la richesse mondiale, aura été multipliée, enfin, la richesse mondiale créée chaque année aura été multipliée par 10. Le PIB mondial aura été multiplié par 10. Donc c'est un tour de force extraordinaire
Et donc ça va demander, il y a beaucoup des mots-clés qui ont déjà été cités, évidemment, beaucoup de renouvelables, mais également beaucoup d'efficacité. L'efficacité thermique va être la clé. Et puis, évidemment, tout ça va conduire à sortir, par exemple pour la mobilité, les véhicules thermiques assez rapidement de notre environnement. Vous savez qu'en Europe, on s'est engagé, enfin en tout cas c'est ce qui est en discussion, à vendre le dernier véhicule thermique le 31 décembre 2034, normalement. Voilà ce qu'est le projet. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Donc c'est le moment un peu de tension de notre discussion parce qu'on se demande évidemment comment on va bien pouvoir faire. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui on en est, évidemment, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Ce qu'on observe, là c'est ce que nous dit l'ONU. L'ONU est allée regarder les choses juste avant la COP26. Et donc l'ONU dit, si les pays qui sont à la COP26 font ce qu'ils se sont engagés à faire, c'est la partie qui est en rouge, eh bien on va aller vers à peu près 2,7 degrés. Et voilà ce qu'il faudrait faire si on devait aller vers 2 degrés ou vers 1,5 degré. Voilà, c'est toujours avec des couleurs un peu différentes et des échelles un peu différentes la même histoire. Donc ça c'est ce qui s'appelle le gap d'émissions, le surplus d'émissions. Et donc ce surplus, il est encore extrêmement important. Alors néanmoins, il y a des raisons d'espérer et qui sont assez inattendues. Là, on a une courbe qui monte, et cette courbe, c'est le pourcentage des émissions mondiales, qui sont dans des collectivités qui se sont engagées à être neutres en carbone. Il y a des pays qui sont engagés à peu près à faire ça. Et donc ça, c'est une nouvelle qui, lorsqu'on en prend conscience, est assez inattendue. Parce que ce n'était pas du tout ce qu'on observait au sortir de l'accord de Paris. Au sortir de l'accord de Paris, on s'était mis d'accord sur les objectifs, etc. Évidemment, ça n'avait pas été simple. On l'a compris assez rapidement. On a compris que les États-Unis, dans ce domaine, n'étaient pas un partenaire sur lequel on pouvait s'appuyer, puisque Trump, dès son arrivée, a déchiré l'accord de Paris, en tout cas la copie US. Mais ce qu'on observe là, c'est qu'il y a plus de 70% des émissions mondiales qui sont, grosso modo, dans des pays qui se sont engagés à être neutres en carbone à peu près au milieu du siècle. Et donc, dont les visions à long terme sont compatibles avec les engagements de l'accord de Paris. Ça, en tant que tel, c'est très nouveau. C'est très nouveau, notamment parce que, étonnamment, on peut faire un quiz. Est-ce que le Brésil est là-dedans? Si vous pensez que le Brésil est là-dedans, levez la main. Est-ce que le Brésil est là-dedans? Si vous pensez que oui, levez la main. Eh bien, le Brésil est là-dedans. Ah, monsieur, bravo, monsieur a gagné. Très étonnamment, alors ça montre aussi un peu la limite de ces engagements. Le Brésil s'est engagé en 2050 à être neutre en carbone. Donc ça montre à la fois, là il est en train de se passer quelque chose, mais le quelque chose en question, évidemment, il va falloir le regarder au cas par cas. Est-ce que le Brésil est crédible pour faire ça? Absolument pas. Absolument pas. Et d'autres pays comme l'Australie, par exemple, se sont également engagés, mais l'Australie, dans le même temps, a dit « oui, mais moi, je vais continuer à brûler mon charbon pendant cette décennie, etc. etc. » Donc on a un problème là de réconciliation entre le long terme. Il y a très peu de pays aujourd'hui à la tête desquels on a des gens qui sont vraiment climato-sceptiques ou qui nient la réalité du changement climatique. Voilà, donc c'est cette courbe. En revanche, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces pays ne sont pas crédibles, c'est-à-dire n'ont pas des engagements qui permettent, à partir des décisions qui sont prises en 2021, 2022, 2023, enfin, qui vont être là dans la conclusion de la COP26, eh bien, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des pays crédibles. Alors, on peut d'ailleurs se demander si la France, l'Allemagne sont crédibles aussi. La France et l'Allemagne ont fait partie des premiers engagés, mais le Conseil d'État a dit en juillet dernier à la France, peut-être que le président de la République qui parlera à 20h apportera des précisions, mais le Conseil d'État a dit
à l'État français que les politiques mises en œuvre étaient insuffisantes. La Cour fédérale allemande, les Allemands sont des gens sérieux, la Cour fédérale est au sommet de l'Allemagne fédérale, et bien la Cour fédérale allemande a dit également qu'il y avait un problème, parce que d'un côté, évidemment, il y a cet engagement à long terme, mais dans le court terme, les progrès sont insuffisants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, si on revient un peu en arrière, que même avec la meilleure volonté du monde, même avec des gouvernements qui n'ont pas de doute sur la réalité, etc., eh bien, sortir de ce modèle qui court depuis 2 siècles et qui est très très puissant pour créer de la richesse, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué, d'ailleurs, encore une fois, ne renvoyons pas la responsabilité vers nos gouvernants. La question, on peut se la poser pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que finalement, dans nos métiers, dans la manière dont nous gérons nos revenus, est-ce qu'on a été capable de faire ça? Voilà, on en discutera tout à l'heure. Mais en tout cas, il me semble que là, on a posé la scène et que voilà, il est en train de se passer des choses, puisque la question initiale, c'est que s'est-il passé entre la COP21 et la COP26? Eh bien, il y a une espèce d'élan pour dire, voilà, il faut qu'on soit neutre au milieu du siècle, mais il y a toujours les mêmes difficultés de mise en œuvre et d'accélération pour la période à venir. Alors, une manière de le comprendre, vous allez voir là aussi, bien que ce soit très jargonnant et en anglais, on va comprendre assez rapidement l'idée. Bon, on a comme objectif, dans des tas d'économies, mais également dans des tas de secteurs, d'être neutre en carbone en 2050. Et puis, il y a souvent des objectifs qui peuvent être ambitieux en 2030. Mais lorsqu'on regarde la durée de vie d'un certain nombre d'équipements, en haut, vous avez eh bien, des bâtiments. Eh bien, il y a les bâtiments qui seraient sortis de terre en 2020, ils ont vocation à être encore debout, on peut l'espérer, à la fin du siècle. Ici, vous avez des réseaux de chaleur, ici, vous avez des réseaux de gaz, ici, voilà, vous avez, je sais pas, des trucs dans le ciment, etc. Et donc, l'observation, c'est qu'on a finalement, et si on revient toujours à notre courbe là du saut périlleux, il y a beaucoup d'équipements qui ont été dans lesquels on a investi à cette période-là, eh bien, pour lesquels il faut les rendre compatibles avec les nécessités de ce nouveau modèle. Alors, il y a des équipements pour lesquels ça ne pose pas de problème. Si vous remplacez, je ne sais pas, des ampoules filaires par des LED ou des choses qui sont plus efficaces, il n'y a pas de drame. En revanche, si vous avez un grand réseau autoroutier, le grand réseau autoroutier à l'heure actuelle, il est conçu pour faire fonctionner des véhicules thermiques, et il avait vocation à continuer comme ça pendant quelques dizaines d'années. On a très très peu de temps finalement pour transformer ce grand réseau autoroutier, en France c'est quand même 12 000 km, en un réseau décarboné. Et ça c'est un défi qui est un défi extraordinaire. Donc, message ici, eh bien il y a beaucoup d'équipements qui sont autour de nous, qui sont des équipements qui étaient très efficaces dans l'ancien modèle, qui ont une durée de vie longue et qu'il faut parvenir à transformer ou parvenir à déclasser, à ne plus utiliser du tout. Et ça va être le cas de plus en plus, par exemple, pour certains véhicules thermiques. Des diesels, pour entrer dans les métropoles, ça va devenir de plus en plus compliqué, par exemple. Donc, voilà. Finalement, toutes ces questions, c'est à chaque fois la même histoire. Comment faire des transformations qui sont des tours de force, comment les faire sous la contrainte du temps. Et dans l'histoire humaine, c'est la première fois qu'on doit faire des transformations énergétiques avec cette contrainte du temps. Auparavant, à nouveau, j'aime bien le zapping, vous avez compris. Si on revient au tout début de l'histoire, eh bien, on voit que le charbon, il s'installe sur des décennies. Et le pétrole, il s'installe aussi parce qu'au bout d'un moment, on va trouver des usages nouveaux au pétrole pour la mobilité, etc. Toutes ces filières se sont déployées au fil du temps. Cette fois, le temps, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que, eh bien, on l'a utilisé à d'autres choses par le passé. Alors, il nous faut des accélérateurs. Donc, parmi les accélérateurs,
Là, à nouveau, il y a des belles couleurs. L'idée qui est là, c'est de regarder un petit peu quels sont les pays qui ont un prix du carbone, donc une taxe carbone ou qui sur des marchés. Donc vous savez que l'idée qui est derrière tout ça, c'est une idée qui finalement est assez logique. En tout cas, c'est une idée d'économiste, donc j'ai plaidé pour ma paroisse, et qui consiste à dire, eh bien, si on veut se rendre plus compétitif des filières nouvelles, du photovoltaïque par exemple, etc., par rapport en Allemagne, par rapport à des centrales à charbon, eh bien il faut que produire avec des centrales à charbon, ça coûte plus cher. Et donc on met un prix sur la tonne de CO2. Et alors là, qu'est-ce qu'on constate? Le message caché, il est très très simple. Il consiste simplement à dire c'est le bazar. Parce que là, vous avez des pays dans lesquels on regarde le pourcentage des émissions sur lesquelles il y a un prix du carbone, sur lesquels ça coûte plus cher si on émet du CO2. Eh bien, alors il y a des pays pour lesquels la Corée du Sud, qui est là quelque part, il y a une partie importante des émissions qui est couverte par un prix du CO2, mais ce prix du CO2, il est de 20 $, et donc ça ne change pas beaucoup la donne. Et puis, il y a d'autres pays, par exemple la Suède, pour lesquels ça n'est que 40% des émissions, mais en revanche, ça coûte cher, à peu près 140 $. L'idée qui se dégage de tout ça, de ce que j'ai appelé rapidement, mais le temps va nous manquer, ce bazar, eh bien, c'est l'idée selon laquelle il est quand même difficile de se convaincre et donc de rendre acceptable par des populations, parce qu'à nouveau, derrière tout ça, eh bien, vous avez des citoyens, vous avez des consommateurs, et donc de rendre acceptable le fait de renchérir les usages des énergies fossiles. Très concrètement, renchérir les usages des énergies fossiles, c'est mettre une taxe sur le diesel des poids lourds. On sait ce que ça produit, ce serait mettre une taxe sur le fioul domestique, etc., etc. Donc, une partie du temps des difficultés qu'on a accélérées, voilà, s'explique notamment par ce genre de choses. Alors si on veut être un peu plus optimiste, eh bien on peut regarder, là c'est le pourcentage des grandes entreprises mondiales, qui mettent ce que l'on appelle un prix interne du carbone. Prix interne du carbone, alors, ça a l'air d'être une erreur. En fait, l'idée est la suivante. Beaucoup d'entreprises, et je n'ai pas de doute que le Crédit Agricole se prête à ce genre de choses, beaucoup d'entreprises essaient de regarder ce que le fait d'avoir une taxe carbone plus élevée, ou en tout cas un prix du carbone plus élevé, pourrait produire sur tel ou tel investissement. Et il y a des investissements qui sont bannis, qu'on va décider de ne pas faire parce qu'ils ne seraient pas soutenables économiquement. Si, dans tel ou tel pays, un prix, une taxe carbone plus élevée était mise en œuvre. Et donc, plutôt que d'attendre ou de découvrir au bout de quelques années qu'un investissement nouveau, finalement, n'est plus rentable, beaucoup d'entreprises, en tout cas de grandes entreprises, essaient de passer le test de ce qu'on appelle le prix interne du carbone et vont même jusqu'à mettre des taxes internes entre différentes parties de l'entreprise, de telle manière à ce que celles qui sont les plus émettrices se transforment, et puis ces financements peuvent servir à celles qui sont les plus vertueuses et qui sont les plus avancées. Message derrière tout ça, pour avancer, il faut des technologies qui fonctionnent bien, mais les ingénieurs, ils ont plutôt bien fait leur boulot. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels, à nouveau, le photovoltaïque, puisque c'est un effort que vous avez entrepris il y a une quinzaine d'années, c'est assez remarquable de vous être lancé aussitôt. Si on compare, je ne sais pas, les ombrières d'il y a 15 ans avec des ombrières dans lesquelles vous investissez cette année, si vous regardez à la fois l'efficacité, le coût du kilowattheure produit, il y a évidemment une révolution sur une quinzaine d'années. Donc, les ingénieurs ont bien fait leur boulot. Mais il faut que dans le même temps, on accepte des politiques publiques, on accepte des règles plus contraignantes. Et parmi celles-là, il y a
ces idées, ces nécessités d'avoir voilà, un prix du CO2. Et on sait en France, hein, puisque la crise des Gilets jaunes est née d'une augmentation de la taxe carbone, on sait en France, on s'est confronté à ces difficultés. Alors, ici, regardez simplement la pente là et là. Eh bien, les pentes qui sont très marquées, là, c'est du solaire photovoltaïque, c'est au niveau monde. Ici, on a également du solaire avec un autre type de technologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là, finalement, la pente entre 2010 et 2020. Ici, c'est la même histoire. Qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on retient simplement, enfin, ça vient à l'appui de ce que je disais juste auparavant, il y a une minute, sur le satisfecit pour les ingénieurs et globalement les industriels qui produisent ces dispositifs. Ces dispositifs sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Donc ça veut dire eh bien, que pour les investisseurs privés, il y a des perspectives de rentabilité qui sont plus crédibles. Ça veut dire également, évidemment, que derrière tout ça, pour les pouvoirs publics, grosso modo pour nous tous, il y a moins de subventions à mettre en œuvre que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est évidemment un facteur qui est très positif parce que ça veut dire que les nouvelles technos, alors ça vaut aussi pour le véhicule électrique aujourd'hui par rapport au véhicule électrique il y a 10 ans, eh bien, sont plus en mesure que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années de venir concurrencer les technologies qu'il faut sortir des systèmes techniques. Alors tout n'est pas gagné, hein. Tout n'est pas gagné, on en parlait tout à l'heure. Si on veut traverser la France aujourd'hui en véhicule électrique, bon courage. Ou alors il faut acheter une voiture américaine à 80 000 $ ou 80 000 €, ça ne doit pas être très loin. Donc évidemment, tout n'est pas gagné, mais cette décennie est une décennie qui a compté. Alors tout ça, ça ne résout pas tout, et notamment, ça ne résout pas les problèmes qu'on va voir un peu plus loin sur les citoyens. Alors globalement, combien ça coûte cette affaire ? Si on essaie de la regarder au niveau européen, eh bien au niveau européen, on nous dit qu'il va falloir là investir entre 2021 et 2030 si on veut réduire les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, eh bien il va falloir investir ce montant chaque année. 1000 milliards. Donc 1000 milliards d'un côté, c'est beaucoup d'argent. D'un autre côté, c'est une partie finalement assez minime. C'est quelques pourcents du PIB européen. Donc une idée qui est extrêmement importante, c'est que toute cette affaire, ça n'est pas nécessairement, c'est pas un plan Marshall. C'est pas ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, en rebâtissant tout, les investissements qu'on doit faire ne sont pas nécessairement des investissements qui vont impliquer de faire x2 ou x3 par rapport à ce qu'on aurait fait si on était resté sur l'ancien modèle. Mais ce qui est important plutôt que le montant globalement, ce qui est extrêmement important, c'est de regarder qu'il faut de la constance. Si on veut transformer ce modèle, c'est quelques points de PIB chaque année. 1000 milliards, franchement, c'est tout à fait à la portée des Européens, à la condition que les Européens parviennent à faire ça sur la durée. Et ça, c'est la difficulté. Ça a été notamment la difficulté des années 2010. Parce que dans les années 2010, eh bien, bon, il y a eu la crise financière qu'on a traînée un petit moment, et puis il y a eu un contre-choc pétrolier. Le prix du pétrole s'est effondré à partir de 2014, donc ça devenait plus compliqué d'aller concurrencer le pétrole avec des nouvelles technologies, par exemple pour le véhicule électrique. Et puis il est remonté, ça a provoqué un choc pétrolier, donc on a eu la crise des Gilets jaunes, et puis la crise sanitaire est arrivée. Voilà. Donc on ne va pas refaire l'histoire, on l'a toutes et tous vécu, mais ça veut dire que tenir le cap et être capable de faire cet effort jusqu'en 2030 et ensuite il faudra accélérer encore jusqu'en 2050. On se connaît, nous sommes des Européens, on sait que c'est une zone du monde à la fois beaucoup d'ambition mais des difficultés parfois à les mettre en œuvre, et donc on a un problème qui est un problème de constance de l'effort, de continuité de l'effort, et ça c'est le grand défi, c'est le défi essentiel.
Alors je vais passer sur un certain nombre de choses, juste pour essayer de regarder un peu les bénéfices cachés de cet effort. Ici, vous avez une carte d'Europe qui est la carte des pollutions de l'air en Europe. Et les pollutions de l'air, c'est les transports, ce sont les activités industrielles, ce sont également les activités agricoles. En Europe, la mortalité qui est liée à l'ensemble de ces activités est quelque part aux alentours de 400 000 décès anticipés par an. 400 000 décès. Pour la France, simplement, c'est 50 000 morts par an. La pollution de l'air en France, je répète, est à l'origine de 50 000 morts par an. Il faut qu'on entende bien ces chiffres, notamment après le Covid, parce que eh bien, c'est une mortalité qui peut se comparer à celle du Covid. Mais c'est la France et c'est l'Europe dans laquelle on vit. Et ça nous coûte chaque année 2% du PIB, à peu près 50 milliards. 50 milliards. Et donc ça veut dire que si on parvient à changer de modèle, eh bien on va se mettre à l'abri, en tout cas faire beaucoup d'efforts qui vont nous permettre de réduire ces pollutions et de les réduire considérablement. Et donc avec 50 milliards par an, et sachant qu'au niveau européen c'est plus de 2%, eh bien finalement le modèle, c'est un modèle dans lequel, certes à un bout on doit investir beaucoup, 1000 milliards évidemment ça n'est pas rien, mais à l'autre bout, on retire toute une série de bénéfices, alors évidemment des créations d'emplois, etc. Et notamment parce qu'il va falloir investir beaucoup dans l'efficacité thermique du bâtiment, qui a une très très forte composante en emploi, et puis même pour le photovoltaïque, si il y a une partie de la valeur ajoutée évidemment qui est à un autre bout du monde, eh bien il y a pas mal de valeur ajoutée, vous connaissez ça par cœur évidemment au niveau du Crédit Agricole, qui est local parce que c'est des installateurs, c'est de la maintenance, toute une série d'équipements, c'est du BTP. Et donc tout ça sont des emplois locaux. Et donc globalement retenons l'idée que cette affaire, là, les 1000 milliards qu'on va devoir investir, c'est une bonne affaire économiquement. Ce dont il faut se convaincre, c'est que c'est une très bonne affaire économiquement. On a tendance à poser le problème en France et ailleurs en se disant eh bien, comme le disait Churchill, je ne peux vous promettre que du sang et des larmes, mais c'est faux. La réalité, c'est qu'on va se porter mieux. On va se porter mieux parce qu'on respirera un air qui nous tuera moins vite que ça n'est le cas jusqu'à maintenant. Et par exemple, il y a des travaux des travaux de recherche qui consistent à dire que l'amélioration qui est insuffisante, certes, de la qualité de l'air depuis 20 ans, eh bien, elle explique à peu près 15%, disons un sixième de la croissance en Europe. D'ores et déjà, une partie de la croissance européenne est liée aux efforts qu'on a faits et qui auront permis d'améliorer la qualité de l'air. Donc, ne posons pas tous ces problèmes simplement en termes de stress et de contraintes. Il est absolument essentiel de se convaincre que c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Alors, cette bonne affaire, évidemment, elle a du sens si on parvient à partager l'effort. Ici, vous avez une carte d'Europe de la précarité énergétique. Donc, plus vous êtes dans le jaune et a fortiori dans le rouge, plus vous avez une proportion de la population élevée en situation de précarité énergétique. Donc, ça veut dire que dès lors qu'il y a un choc, comme c'est le cas à l'heure actuelle, là, vous avez en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, les évolutions au cours de ces derniers mois des prix énergétiques. Et donc, les prix évoluent un peu partout, si on regarde l'alimentation, l'inflation générale, etc. Mais il y a une variation qui est aberrante, qui est celle des prix de l'énergie. Et donc, évidemment, on en revient aux 10 millions de personnes qui sont d'ores et déjà précaires énergétiquement et qui, au moment où nous parlons, ne peuvent faire que d'attendre dans la crainte ce qui va se passer cet hiver. Ça veut dire aussi que si nous parvenons à accélérer le pas et à faire
qu'on s'engage à faire en Europe, eh bien on va être assez largement à l'abri de ce type de choc. À l'heure actuelle, en France, nous importons 99% de notre gaz et nous importons 99% de notre pétrole. Donc ce grand changement de modèle, eh bien, il a également, je ne sais pas comment le qualifier, une valeur assurantielle parce qu'on va être à l'abri de ce type de choc. Sur les marchés de gros, au moment où on se parle, enfin entre, disons, novembre et janvier, le prix du mètre cube de gaz a augmenté à peu près de 400%. 400%. Ce type de choc, sur le long terme, est sinon insoutenable, en tout cas à l'évidence, ne nous fait pas de bien. Je ne sais pas, dans vos métiers ou dans vos consommations au quotidien, de quel fournisseur vous accepteriez une variation de 400%? Si vous achetez votre pain et si du jour au lendemain, votre boulanger vous dit, ben voilà, c'est plus 400%, évidemment, changez de boulanger. Il se trouve que nous, on ne peut pas changer de fournisseur de gaz, en tout cas c'est compliqué. Donc ça veut dire que tous les efforts qu'on va faire, eh bien, par exemple, ça renvoie à la méthanisation pour produire du gaz chez nous, aura de la valeur. Et puis, globalement, dans ce monde, un bon baril de pétrole, ce n'est pas un baril à $20 plutôt qu'un baril à $100. Évidemment, pour nous qui l'importons, on préférait l'importer à $20 qu'à $100. Un bon baril de pétrole, pour nous, sur le long terme, c'est un baril qu'on ne va pas importer. C'est un baril qu'on ne va pas importer. Et donc, évidemment, c'est compliqué. C'est une affaire qui est très compliquée parce que lorsque le prix du pétrole s'est effondré en 2015, ben, on n'était pas mécontents. On n'était pas mécontents, simplement, eh bien, on a observé que ça nous a conduit plutôt à prendre du retard parce que c'est plus compliqué de se passer d'une chose qui coûte pas très cher que d'une chose qui coûte beaucoup plus cher. Et donc on en est là aujourd'hui, on prend de plein fouet, on n'est pas les seuls évidemment en Europe, on prend de plein fouet ce choc parce qu'on n'a pas fait d'efforts suffisants, en tout cas pas un rythme suffisant. Et donc ça donne la nécessité, évidemment, d'agir dans la précipitation et puis d'agir en faisant en sorte que les sociétés n'éclatent pas sous les chocs énergétiques, et c'est tout de même une menace. Donc là, vous avez la carte d'Europe et qui a vocation à évoluer des conventions citoyennes pour le climat. Des conventions citoyennes pour le climat. Donc vous savez que la France a travaillé, la convention s'est réunie pendant... au total, sur une période d'un peu plus d'un an. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu le privilège de faire partie de l'équipe qui les a accompagnés. Donc ça a été une aventure absolument passionnante parce que ce dont on se rend compte, c'est que lorsque, et vraiment ces gens étaient aussi divers que nous le sommes là, lorsque vous laissez travailler sur le long terme et des citoyennes et des citoyens et aller au bout de ces questions, vous en ressortez avec des gens qui sont très très déterminés. Ces 150 citoyens, au début, je ne sais pas statistiquement, puisqu'ils étaient, il et elle étaient très très divers, étaient probablement, je ne sais pas, verts à 25%. Mais à la fin, ce qui est ressorti de cette convention, c'est un rapport très exigeant de près de 500 pages, avec 150 mesures, et ces 150 mesures, à une ou deux exceptions près, notamment la mesure sur les 110 km/h, eh bien, ces 150 mesures ont toutes été votées à plus de 95%. C'est-à-dire avec un très très fort consensus sur la nécessité d'agir. Et donc cette carte, moi je la trouve intéressante parce qu'elle montre que finalement, sous l'urgence, sous la pression, il y a évidemment des enjeux qui sont des enjeux techniques, des enjeux de business model, etc. Il y a également de très très grands enjeux démocratiques. Alors évidemment, dans les économies dans les pays qui sont démocratiques, il se trouve que c'est notre cas. D'autres, c'est le cas de la Chine par exemple, évidemment, peuvent prendre des décisions plus brutales. Pour ce qui nous concerne, nous sommes condamnés, c'est la beauté d'une démocratie, à délibérer. Et donc il nous faut beaucoup plus de nouveaux processus délibératifs. Et vous êtes bien placés pour savoir, et puis c'est peut-être ce qu'on est en train de faire ce soir, vous êtes bien placés pour savoir qu'évidemment, il y a une partie de tout ça qui va se jouer localement parce qu'on aura à l'avenir, quoi qu'on fasse, moins de grandes décisions qui consisteront à dire où est-ce qu'on met telle ou telle centrale nucléaire. Il y en aura sans doute et elles iront probablement sur les sites actuels. En revanche, il y aura des milliers de décisions pour savoir où on va placer un parc éolien. Et donc ça va supposer de la délibération et
Et je ne suis pas certain qu'en France, on soit la démocratie la plus avancée dans l'organisation de ces délibérations locales. Pour conclure, moi je pense qu'on a plusieurs raisons. Alors je ne ferai pas de pronostic, j'ai beaucoup d'échos de la COP26 et ici passe des choses qui sont pour certaines assez positives et étonnantes et pour d'autres assez désespérantes. Donc je ne ferai pas de spéculation sur la COP26, peut-être que j'en ferai tout à l'heure après une coupe de champagne ou deux, mais pas pour l'instant. En revanche, moi ce qui me paraît absolument fondamental, c'est de se convaincre, voilà, pour un pays comme la France, qui a beaucoup de technologies qui ont du sens dans ces domaines, eh bien de se convaincre que il est de notre intérêt d'être ambitieux, parce que, à nouveau, pour un pays qui importe l'intégralité de ses énergies fossiles, de sortir d'un système qui dépend sur le fossile, de toute évidence, on ne pourra que s'en porter mieux. Mais on sait aussi que ça peut être douloureux. Hein. Le paysage qui est là, si vous avez quelques cheveux blancs, et il n'est pas impossible qu'il y ait, dans l'assistance des gens qui ont des cheveux blancs, je peux me permettre de le dire, c'est mon cas, eh bien vous avez connu des paysages qui ressemblent à ça. Hein, avec un paysage industriel dans lequel vous avez un bassin houillé, et puis dans lequel vous avez, voilà, par exemple, c'était évidemment très très banal, ce genre de petits camions qui transportaient des boulets de bois qui servaient tout simplement au chauffage. On est sorti de cette histoire, on en est sorti finalement assez rapidement, il nous a fallu quelques dizaines d'années. On se souvient aussi à quel point ça a été douloureux. Ça a été très douloureux. Et certains de nos voisins, pourtant très riches et très avancés, eh bien, par ailleurs économiquement, parler de l'Allemagne par exemple, eh bien, ont encore des paysages qui ressemblent à ça. Donc on sait à quel point ces transformations sont douloureuses. Il se trouve que la France fait partie, en tout cas dans le domaine électrique, eh bien, des nations qui ont déjà derrière elles, et pas si loin des grandes transformations qu'on est parvenu à faire. Ce qu'on a devant nous est encore plus compliqué évidemment, mais, et c'est là-dessus qu'on terminera, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de technologies qui sont là, et là c'est simplement pour la couleur et pour terminer sur justement une note de couleur assez positive, il y a beaucoup de technologies qui sont là, qui étaient simplement il y a 10 ans à l'état de prototype ou étaient extrêmement coûteuses. Et cette vue-là, qui est une vue d'artiste, puisqu'on a tout, on a du soleil, on a de la mer, on a des usages énergétiques des déchets agricoles, et on a, c'est merveilleux, un peu de petite hydroélectricité, on a de la géothermie, et puis on a des véhicules électriques, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle une vue d'artiste. Évidemment, il n'y a pas, à ma connaissance, de canton, si je puis dire, au bord de la mer, à l'intérieur duquel on trouve toutes ces technologies. Mais ce qui est extrêmement intéressant, et en fait, moi, cette diapo, je la traîne depuis une dizaine d'années. Et ce qui est extrêmement intéressant, on pourrait regarder les choses au cas par cas, c'est de considérer finalement à quel point toute une série des technologies qui sont là sont des technologies qui sont beaucoup plus matures que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années. Alors évidemment, il y a des tas de difficultés parce que, eh bien, le soleil, il n'y en a pas la nuit, le vent, il y en a quand il y en a, et donc il y a des problématiques d'intégration, et puis ce qui n'est pas mature là-dedans, c'est par exemple d'avoir du stockage, il va en falloir. Donc il y a évidemment encore des défis, et si vous regardez le grand rapport d'RTE, donc du transporteur d'électricité qui donne pour la France les perspectives de décarbonation, de poursuite jusqu'en 2050 de la décarbonation du système électrique, eh bien vous observez que finalement le problème c'est qu'on a l'embarras du choix. Il y a une demi-douzaine de scénarios qui sont une demi-douzaine de manières d'arriver à cet objectif qui est un objectif d'être dans une économie qui recourt beaucoup plus à l'électricité, notamment pour la mobilité, c'est assez peu le cas à l'heure actuelle. Voilà. Mais donc toutes ces technologies ne sont pas de la science-fiction, et c'est un message qui me paraît extrêmement important. Alors ça ne résout pas tous les problèmes de financement et de soutenabilité des modèles de financement, mais bon, il y a des gens compétents dans la salle. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup moins difficile de conclure
sur cette diapo aujourd'hui que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a une dizaine d'années, finalement, il y avait autant de questions derrière chacun des prototypes qui étaient là, alors qu'aujourd'hui, si on regarde, je ne sais pas, que la partie relative au biométhane, eh bien, le problème de la France, c'est plutôt de gérer une croissance, si je comprends bien, et c'est un secteur que je regarde d'assez près, de réguler un peu la croissance et de trouver les ressources, etc., etc., mais on n'a plus en tant que tel un problème qui est un problème de prototype. Voilà, à 2, 3, 4, 5 minutes près, j'ai tenu à peu près le temps, et puis très heureux de pouvoir répondre à vos questions à partir de maintenant. Alors, voilà. J'allais demander qui veut poser la première question. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous soulignez l'intérêt de l'énergie éolienne, photovoltaïque, et vous n'insistez pas sur l'hydroélectricité. L'éolien et le photovoltaïque sont des énergies alternatives. Je pense que vous pourrez nous répondre à ce sujet. Une année, c'est 8760 heures. Le photovoltaïque produit en gros dans notre région 1000 heures. L'éolien, 2000-2200 heures. L'hydroélectricité peut produire de 5 à 7000 heures suivant la pluviométrie. Et aujourd'hui, l'hydroélectricité que je défends est, disons, mal considérée par le ministère. Parce que dans le passé, effectivement, nous avions des moteurs hydrauliques qui portaient préjudice aux espèces piscicoles. Et donc aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des moteurs ichtiocompatibles qui ne portent pas préjudice à la vie piscicole. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre à ce sujet? Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi l'hydroélectricité est stigmatisée par des associations comme France Nature Environnement essentiellement, et bien d'autres, et que le ministère est sensible à ces associations environnementales? Alors, très bonne question. Alors, vous remarquerez que sur cette... Très facile parce que sur cette diapo, il y a tout. Donc il y a évidemment de l'hydro, il y a un peu de petit hydro ici, et comme ce n'est pas un paysage de montagne, évidemment, il n'y a pas de grand barrage. Alors plusieurs choses. Premièrement, on parle beaucoup de nucléaire en France, et bon, comptablement on a raison, mais l'hydroélectricité concourt beaucoup aux performances du système électrique français à l'heure actuelle. Et évidemment, s'il n'y avait pas d'hydroélectricité, on aurait dû garder plus de thermique, ou on importerait plus de nos voisins qui ont du thermique pilotable, que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Et donc on a fait un investissement historique dans ce domaine en France, et notamment avec des grands barrages. Pourquoi est-ce qu'on parle plus de... Alors je vois bien ces débats, et très sincèrement je ne suis pas en mesure d'expliquer très précisément ce que sont... les difficultés qui sont mises en avant à l'heure actuelle. Simplement, je voudrais, si on revient à ce qu'on a essayé de regarder ensemble, qui est cette grande transformation, il est tout à fait clair, et lorsque vous regardez les scénarios d'RTE, ce sont des choses qui apparaissent, on va devoir aller vers un environnement dans lequel on aura plus d'usage d'électricité que ça n'était le cas jusqu'à maintenant, sur la mobilité, sur les pompes à chaleur, sur toute une série de choses. Et donc la question est dans lequel on aura probablement moins de nucléaire que ça n'était le cas jusqu'à maintenant. Et donc tout le débat, il est centré, vous avez tout à fait raison, sur l'éolien et sur le photovoltaïque, pas nécessairement pour dire à quel point c'est merveilleux, mais simplement pour dire que par rapport à la manière dont on peut mobiliser du foncier, la manière dont on l'a mobilisé jusqu'à maintenant, eh bien les marges de manœuvre, elles sont plus importantes dans le photovoltaïque et dans l'éolien qu'elles ne sont dans ce qu'il reste à exploiter de plus en matière d'hydroélectricité.
Parce que tout simplement, les gros investissements dans l'hydroélectricité, on les a fait historiquement au XXe siècle. Alors d'ailleurs, probablement qu'on a devant nous des problèmes avec les grands barrages, parce que l'eau ne sera pas là au moment où elle était. J'ai beaucoup discuté de ces sujets avec des gens qui s'occupent de ça, par exemple en Suisse. Et donc il y a des préoccupations, parce qu'évidemment, ce sont des grandes infrastructures sur lesquelles le climat est en train de se venger un peu, en tout cas a un impact. Et voilà, mais donc, moi je suis d'accord avec vous, je pense que, comment dire, je ne peux pas être autant convaincu en tant qu'économiste et en tant que jeune grand-père de la nécessité d'agir vite pour dire il faut ostraciser une quelconque filière qui peut concourir à ce changement de modèle. Je dis simplement, comme les investissements on les a faits sur les gros barrages, etc., et qui pèsent beaucoup dans la production d'électricité à l'heure actuelle, eh bien les marges de manœuvre sont plus importantes et les problèmes à résoudre aussi sont plus importants probablement dans l'éolien et le photovoltaïque. Et les problèmes également parce que, encore une fois, l'acceptabilité de l'éolien, on en parlait longuement tout à l'heure, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas résolu en France. Bonjour, donc vous nous avez parlé de transition écologique, transition énergétique, mais vous avez mis un point parce que la seule énergie qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne consomme pas et donc qu'on n'a pas besoin de la produire. Et si on fait ces transitions, il va falloir beaucoup plus d'électricité, on l'a vu, puisque notamment pour l'automobile et tout ça. Si on n'adopte pas la sobriété énergétique, c'est-à-dire limiter la puissance des voitures, par exemple, c'est un exemple qui ne coûte rien à personne, et c'est simplement le changement de comportement des individus. Vous avez fait partie de la Convention citoyenne, donc il y a la mesure de limiter la vitesse de 130 à 110 sur autoroute. C'est 20% d'économie de CO2, c'est des économies de carburant, donc de pouvoir d'achat pour les gens, mais ces mesures sont impopulaires, donc on ne les prend pas. Monsieur, je suis 100% d'accord avec vous. Je ne peux pas vous dire mieux, je suis 100% d'accord avec vous. Je pense que, et vous mettez le doigt évidemment sur un élément qui est au cœur du débat, la question de la sobriété, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à y échapper. Et d'ailleurs, j'allais dire, peut-être un peu cyniquement, la crise sanitaire au moins aura eu comme bénéfice de nous faire découvrir d'autres manières de vivre et qui nous seront peut-être utiles dans les temps à venir. Mais vous avez raison, si on regarde notre courbe, je vais peut-être y revenir, on ne fera pas quelque chose qui ressemble à ça, on ne le fera pas efficacement et on ne le fera pas dans des délais, parce qu'il y a une course contre la montre, ça on l'a bien compris, sans se poser la question de la sobriété et donc des contraintes qu'on s'impose et de ce point de vue, la perception qu'on a des enjeux a tout de même beaucoup évolué. Donc on peut estimer qu'assez naturellement, on va aller vers des usages qui seront des usages plus sobres. Mais vous avez raison, ça n'est pas garanti. Ça n'est pas garanti. Alors je peux vous donner un exemple, j'allais dire positif de ce qu'on peut imaginer de faire. Moi, dans les universités, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par ce qui s'appelle les labos 1.5. Et donc, les labos 1.5 sont des laboratoires de recherche qui se disent, voilà, on n'est pas des purs esprits, etc. Et notamment de faire 3 fois le tour du monde pour aller à des conférences. Alors, on fait partie également du problème, pas uniquement de la solution. Et le fait de travailler sur le changement climatique n'autorise pas tout. Voilà. Et donc, on a des contraintes nouvelles, et ça se fait assez naturellement. Toute la question qui va se poser, c'est que va-t-il se passer si, j'allais dire, l'adhésion volontaire, la compréhension, l'expérimentation sur une base volontaire de la sobriété, si ça ne suffisait pas. Et c'est là que ça va devenir compliqué, parce qu'assez rapidement, d'un point de vue comptable, on va tomber sur des choses qui vont poser problème, sur, par exemple, les protéines animales. Et sur voilà, le contenu, alors il y a la question de l'eau qu'on va épargner, mais grosso modo, l'empreinte carbone de la viande bovine. Alors ça peut conduire d'ailleurs à des choses qui ne sont pas forcément au détriment de nos collectivités. Hein.
parce que ça peut conduire à prendre mieux en considération la manière dont des protéines végétales, par exemple, nous viennent du bout du monde dans des conditions d'extraction qui ne sont pas claires. En tout cas, dans l'empreinte environnementale est moins bien garantie que ça n'est le cas chez nous, etc., etc. Donc je ne suis pas en train de décrire un monde dans lequel il faudra tout bannir, mais en tout cas, si on ne fait pas ça, il est évident que de toute façon, on y viendra par différents types d'obligations qui vont s'imposer à nous, notamment, voilà, on va peut-être pas se les imposer démocratiquement, peut-être que le climat nous les imposera, par exemple, parce qu'on aura des climats incertains avec des ruptures d'approvisionnement. Enfin, si j'avais raconté tout ça il y a quelques années, on m'aurait pris pour un fou. Il se trouve que c'est ce qu'on a vécu. Hein, donc les scénarios les plus improbables nous paraissent finalement, en tout cas dans l'ordre du possible. Voilà. Mais je pense qu'on va devoir se poser évidemment la question parce que, à nouveau, le fait qu'il y ait de par le monde 70-80% peut-être des émissions qui sont dans des environnements dans des pays dans lesquels on est convaincu, semble-t-il, puisqu'on s'est engagé à être neutre en carbone, eh bien la question c'est comment on fait ici et maintenant. Comment on fait ici et maintenant, et je pense qu'on ne coupera pas la question de la sobriété. Mais si on dit ça, il faut être conscient que tous les pays du monde n'ont pas les mêmes responsabilités. Nous, on est un vieux pays émergent qui a formidablement réussi. Donc on a eu, si des humains de par le monde doivent être sobres, ben voilà, alors on ne va pas commencer par un cocktail sobre, mais à partir de la fin de ce cocktail, on s'astreint à la sobriété. Non, je plaisante, enfin à moitié, simplement pour signaler qu'à l'inverse, dans mon labo, on travaille beaucoup avec l'Afrique. J'étais en Guinée il y a pas très très longtemps. Eh bien, les Guinéens émettent 0,5 tonnes de CO2, et ce qui est très banal en Afrique. 0,5 tonnes de CO2, ici on est à peu près à 10 tonnes si on prend en compte nos importations, les Américains à 15 ou 20 tonnes, etc. Donc il ne faudra pas se tromper, il faudra bien que les pays riches qui ont les moyens de prendre en charge leur sobriété, parce que la sobriété, va supposer de gratter un peu le confort, mais pas l'essentiel, et bien que tout ça ne se fasse pas au détriment des pays les plus fragiles, qui sont déjà extraordinairement sobres. Il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas du tout d'accès à l'électricité. C'est fou ce que ça oblige à être sobre. Bonsoir, merci pour cette conférence. Excusez-moi, je ne vous vois pas. Hey, je vous vois, bonsoir. Ma question c'est, est-ce qu'on a une idée de la surface qu'il va falloir convertir pour pouvoir accueillir les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, qu'il va falloir convertir, donc je ne sais pas, de champs cultivés, tout ça, et finalement est-ce que le problème n'ira pas tant de notre capacité à développer de nouvelles technologies, mais à trouver la place pour pouvoir les installer? Alors, oui, on a un pays qui jusqu'alors a fait relativement peu d'efforts pour... si vous voulez voir un pays envahi d'éoliennes, allez plutôt au Danemark qu'en France. Donc ça, on l'a bien compris. Alors, ce n'est pas en tant que tel nécessairement du retard, parce que l'effort de décarbonation, on l'a fait au XXe siècle avec le nucléaire, mais de fait, on voit bien les difficultés qu'on peut rencontrer. Et la caractéristique des scénarios d'RTE, c'est que tous ces scénarios qui vont, disons, de 50% de renouvelables à 100% de renouvelables, eh bien, sont des scénarios, on a beaucoup regardé la partie nucléaire, mais sont des scénarios qui sont tous des scénarios qui comportent beaucoup plus de renouvelables que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Alors les gens qui regardent ça de plus près et qui mesurent considèrent que ça n'est que quelques pourcents du territoire et donc ça ne conduit pas à transformer l'intégralité du territoire, mais de fait, à l'opposé de cela, eh bien, on observe bien qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, puis les délais de déploiement, les délais de recours, etc., font que ça prend beaucoup plus de temps de déployer de l'éolien en France que chez la plupart de nos voisins. Et puis d'ailleurs, pour répondre à votre question, enfin pour aller dans le sens de votre question, on observe que chez certains de nos voisins qui sont plus avancés que nous, notamment les Allemands, eh bien ça devient plus compliqué. Il y a des statistiques qui montrent que voilà, pour tous les investissements, et notamment les investissements éoliens, c'est plus compliqué désormais que ça n'était le cas, disons directement après Fukushima, au moment où les Allemands ont décidé d'accélérer. Alors,
À l'inverse de ça, et c'est ce qui donne de l'espoir pour le photovoltaïque, on peut imaginer que pour le photovoltaïque, surtout avec du progrès technique dans la décennie, eh bien, il y a des possibilités d'intégration ou d'usage de délaissés. Par exemple, on parlait tout à l'heure de délaissés industriels ou de délaissés dans des réseaux d'infrastructures comme ceux de la SNCF, dans lesquels on ait des marges de manœuvre sans que ça pose de problème de voisinage. Mais j'entends bien votre question et moi je la partage. On passe pas de l'ancien modèle, qui est un modèle dans lequel il y a beaucoup de densité. Une centrale à gaz, par exemple, ça occupe pas beaucoup de place. Et si on va vers et il faudra y aller vers du renouvelable, eh bien on a une relation à l'espace qui va se transformer. Et on y parviendra que si on garde à l'esprit que non seulement c'est nécessaire, mais pour l'ensemble de notre collectivité, c'est ce que j'appelle le grand récit, eh bien, on s'en portera beaucoup mieux. On s'en portera beaucoup mieux. Alors à nouveau, c'est beaucoup plus facile de dire ça lorsqu'on vit à Montmartre et qu'on n'aura pas d'éoliennes sous ses fenêtres. J'entends bien cette objection, donc c'est pour ça que je vous précise d'où je parle, si je puis dire, et tout en rappelant, comme je l'ai fait tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup d'éoliennes par le passé à Montmartre, qui servaient au blé, à la farine. 22 précisément. Il en reste 2 pour le folklore. Mais oui, vous avez raison, c'est un problème. Il y a quelque temps, avec des collègues, on faisait partie d'une association et on avait mesuré un petit peu. Vous m'entendez ? Oui. Le sujet, c'est l'emprise au sol. L'emprise au sol des éoliennes. Si on parle des éoliennes terrestres, pour avoir l'équivalent de la production de la centrale nucléaire de Sion, qui est la centrale la plus proche de nous, eh bien, il fallait avoir l'équivalent de 5 à 6 000 éoliennes. Donc, quand on voit un parc éolien de 5-6 éoliennes, donc on est face à une emprise globalement peut-être de 5 ou 6 hectares, donc on multiplie pour avoir ces 5 à 6 000 éoliennes, donc ça nous donne une idée de l'emprise au sol, ce qui est considérable. Oui, je souscris totalement. C'est la raison pour laquelle il faut. C'est pas uniquement une question de débat local, c'est une question de débat politique et ça tombe bien parce que la période qui s'ouvre, on ne parle pas beaucoup d'énergie, mais de fait, c'est une période durant laquelle on va pouvoir faire des choix, notamment en reconsidérant la question du nucléaire. Et moi, ce que je retiens pour l'essentiel des scénarios RTE, c'est que d'une part, ils arrivent au bon moment, ils ont fait l'objet d'un boulot très considérable, et on s'aperçoit que la difficulté qui se pose à nous, c'est qu'on a l'embarras du choix. Il y a une bonne demi-douzaine de manières d'arriver à l'objectif, qui est un objectif d'avoir une électricité totalement décarbonée tout en ayant plus d'usage de l'électricité en 2050, et puis peut-être même d'avoir gagné en attractivité. Il y a un scénario dans lequel on consomme plus d'électricité parce qu'on a attiré les investissements industriels qui viennent chercher en France une électricité décarbonée, mais également un rail décarboné, peut-être une autoroute décarbonée, etc., etc. Donc de ce point de vue, c'est un grand chantier qui est assez stimulant parce que ça peut nous donner finalement des arguments de localisation industrielle. Parce que derrière tout ça, les entreprises, elles s'obligent aussi, beaucoup de grands groupes s'obligent à aller dans cette direction. Et donc aller dans cette direction, lorsque vous regardez un peu la comptabilité carbone, ça suppose notamment de pouvoir investir des actifs industriels, des équipements, dans des endroits dans lesquels on a amorcé cette transition. Donc avec de l'élec décarboné, puis je n'y reviendrai pas, du rail décarboné, etc., etc. Je vous en prie, monsieur. Oui. Pour aller dans le sens de la personne qui vient d'intervenir avant moi, je ne vais pas parler des millions de tonnes de béton qui sont enfouis dessous les mâts d'éoliennes, mais je vais parler des pales des éoliennes. Aujourd'hui, on ne sait pas retraiter les pales d'éoliennes. Ce sont des matériaux composites et qu'on ne sait pas retraiter. Donc ça, c'est un gros problème. Ensuite, l'espérance de vie d'une pale d'éolienne, on nous dit que c'est entre 20 et 25 ans.
Donc la solution qui a été trouvée pour traiter les pales d'éoliennes, c'est de creuser d'immenses trous et d'enfouir sous terre des éoliennes. Donc je voudrais savoir, alors une petite question aussi, moi ce qui me désespère, le qualificatif est fort, mais c'est que ces éoliennes sont produites en Chine, nous n'avons pas d'industrie, nous devions produire des éoliennes marines, et là, Alstom n'a pas pu mener au bout son projet, donc ça c'est bien regrettable que l'Europe n'arrive pas à produire des éoliennes. Ça vient de l'industrie chinoise, c'est-à-dire que nous faisons tourner l'industrie chinoise à fond, tant pour le photovoltaïque que pour l'éolien, et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommageable pour l'Europe. Alors, monsieur, ce sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est que, comment dire, il y a des tas de diables, de petits diables qui vont se cacher dans les détails, et si on creuse un peu, par exemple, la question des éoliennes, on va s'apercevoir que dans les moteurs d'éoliennes, on a par exemple du néodyme qui fait partie, disons, des matériaux critiques, et en fait des matériaux critiques, c'est-à-dire des matériaux qu'on ne produit pas vraiment chez nous et qui sont très généralement importants pour le photovoltaïque, pour les batteries, pour les moteurs d'éoliennes, pour les aimants, etc., etc. Eh bien, il se trouve qu'on est sur un continent qui, non seulement est assez avancé dans sa désindustrialisation, en tout cas dans ses filières, mais également dont les activités minières sont beaucoup moins développées, que ça n'est le cas dans des pays qui sont probablement moins regardants sur les conditions environnementales, et c'est le cas par exemple de la Chine. Et donc vous avez tout à fait raison d'attirer notre attention sur ces questions. Il ne faut pas qu'on soit naïf et qu'on considère que le monde dont on vient, l'ancien modèle qui est là, eh bien c'est un monde dans lequel voilà, on est dépendant parce qu'on importe tout notre pétrole et tout notre gaz, et donc on est dépendant du Moyen-Orient et de la Russie, et on n'est pas très à l'aise, et que si on en sort, tout va bien se passer. Non, on est bien d'accord, tout ne va pas bien se passer par magie, et donc tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien c'est comment notre société, c'est bien la difficulté, hein, comment est-ce que dans notre société, eh bien, on se pose les questions sur, par exemple, l'ensemble d'un cycle de vie. L'ensemble d'un cycle de vie d'une éolienne ou de panneaux photovoltaïques, ça commence quelque part dans des mines, et puis ça finit quelque part avec des déchets, et si possible avec des déchets qu'on va au moins en partie valoriser, etc. etc. Et donc ce monde renouvelable, il ne sera pas par magie propre et sans poser de problèmes, notamment de problèmes environnementaux ou de problèmes de dépendance, de problèmes de souveraineté. Et il faut qu'on comprenne ça très très rapidement. Et moi j'étais ce matin en discussion avec des industriels précisément pour monter un projet qui est disons un projet dans le domaine de la souveraineté européenne sur ces questions de ressources, de matériaux critiques. Et les Européens, on est à la fois merveilleux évidemment, mais on a tendance à considérer, ça renvoie à ce que vous disiez monsieur sur la Chine, que notre belle transition va faire de nous des champions mondiaux alors qu'on est 27 pays de taille petite ou moyenne et qu'on n'est pas très très coordonnés dans nos efforts. Donc par exemple, on est parti pour tous être champions du monde de l'hydrogène. On met beaucoup d'argent et ça me paraît tout à fait nécessaire. Je ne suis pas sûr que tous les Européens soient dans le même temps tous champions du monde de l'hydrogène, et va peut-être se poser pour l'hydrogène aussi, eh bien, ce que vous disiez monsieur sur la question des équipements, sur les électrolyseurs, est-ce que par rapport à toute partie de ces équipements, au moins une partie, qui sont susceptibles d'être produits en Chine, est-ce que les coûts de production en Europe vont faire qu'on localisera la valeur ajoutée? Donc il y a de vraies questions évidemment industrielles. Mais d'un autre côté, ce qui est essentiel, c'est quand même ça. C'est quand même s'il nous reste peu de temps, c'est quand même de sauver le monde. Et donc par exemple, et au Crédit Agricole, vous avez suffisamment d'antériorité pour l'avoir mesuré, si les panneaux photovoltaïques n'avaient pas été produits en Chine, ou une partie de ces équipements, c'est pas sûr qu'on en aurait développé autant en Europe. Donc il faut également regarder ces bénéfices, et c'est pas facile de rassembler tous ces bouts du raisonnement. Donc je crois qu'on a droit à une dernière question, monsieur. On parlera autour d'un verre.
Je vous en prie, je vous écoute. Bonsoir, Hervé Lecomte, Société Sergi. Je voulais juste reprendre deux sujets. Tout d'abord, merci pour la présentation et on est tous conscients de l'urgence à agir et de l'urgence à faire. On trouve toujours beaucoup de raisons pour ne pas faire ou pour ne pas avancer. Et je voudrais reprendre deux points, effectivement, parce qu'il s'est dit des choses. Sur le côté métaux rares ou terres rares, comme on dit souvent dans les éoliennes, ça, ce n'est pas un sujet. Les éoliennes qu'on utilise aujourd'hui n'utilisent plus ces métaux rares. On essaie sur des alternateurs que l'on retrouve d'ailleurs dans l'hydroélectricité. Donc ce sont les mêmes modèles, il n'y a plus ce sujet de terres rares, ça c'est un faux débat. Quant au recyclage des pales, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, précurseurs, et je dirais à marche forcée de l'implantation d'éoliennes, ils nous ont démontré la capacité d'entreprises à essayer de cacher des cimetières de pales éoliennes. Tout à fait, ça on l'a vu et ça a été largement relayé par les anti-éoliens. En France, ce sont des pales effectivement en fibre que l'on ne sait pas transformer en nouveaux produits finis, comme une coque de bateau, comme une partie des plastiques que l'on utilise ou des fibres que l'on a longtemps utilisées sur les véhicules automobiles. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que l'on fait de ces matériaux? On les valorise dans des filières de recyclage ou des filières de valorisation énergétique. On les utilise dans des fours de cimenterie comme une partie de nos déchets, mais on ne les enfouit pas. Ça, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est deux points que je voulais quand même rattraper sur le sujet éolien qui ont été... Alors, merci pour ces précisions. Juste en complément, ce que vous dites est tout à fait intéressant parce que, comment dire, à nouveau par différence avec le monde dont on vient ou dans lequel on est à l'heure actuelle, c'est que si vous avez si vous produisez de l'électricité avec une centrale à gaz, c'est assez compliqué d'en faire autre chose que de produire à partir de votre gaz importé. Alors au fil du temps, on pourrait imaginer qu'on ait des quantités suffisantes pour faire avec du biométhane. Mais de fait, la capacité d'innovation pour réduire la dépendance est compliquée. D'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de méthane. Voilà. Et l'exemple que vous donnez, aussi bien pour ce qui est de la place que prend encore ou pas le néodyme et sur l'usage qui est des pales, montre la puissance de l'innovation. Et on s'est trouvé scotché finalement dans le domaine des fossiles parce qu'on a eu beaucoup de difficultés, avec des équipements qui étaient dédiés à être utilisés avec du fioul ou avec du gaz, à faire mieux avec ces filières. Et c'est la grande qualité, notamment du pétrole, que de contenir beaucoup d'énergie dans un volume qui est un volume assez réduit. Alors que là, que ce soit dans le photovoltaïque, dans l'éolien, etc., on a beaucoup d'espoir, évidemment, sur le progrès technique. Et d'ailleurs, je ne vais pas remonter à tous les graphiques, sinon je vais me faire gronder, mais on voit bien que l'effondrement des coûts de production, en tout cas du coût de l'énergie, de l'électricité qui est délivrée, au moins pour l'éolien et le photovoltaïque, va tout à fait dans le sens de ce que vous évoquez. Donc on pourra réduire notre dépendance par de l'innovation, mais ça n'est pas garanti dans tous les domaines. Et donc c'est un sujet de vigilance. À propos de vigilance, je vois que vous l'êtes particulièrement, donc je vous remercie beaucoup, je vous rends le micro. Merci Patrice. Qu'est-ce que vous donnez, notre président? Écoutez, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est une façon de remercier Patrick Bonpont. On avait prévu pour cette soirée d'améliorer nos connaissances, d'approfondir nos connaissances. Je crois que c'est chose faite. On a vu l'importance des efforts à faire. Je crois que ça, c'était très... J'ai aussi entendu qu'on avait aussi l'embarras du choix dans certains domaines. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Quand on a plusieurs possibilités, je crois que c'est aussi une richesse. Voilà, donc je ne vais pas refaire le débat, je le ferai très maladroitement. C'est à la fois beaucoup d'interrogations, aussi beaucoup d'espoir, avec quand même, et ça a été dit, je crois, au travers des réponses faites tout à l'heure, c'est qu'on ne passera pas d'un monde imparfait à un monde parfait de ce coup. C'est pas de ce coup, on ne peut pas vendre des choses comme ça. Il y a une exigence à respecter, il y a sûrement des choses qu'on doit faire. Elles ne seront peut-être pas parfaites, avec des méthodes qui seront peut-être discutables, mais en attendant,
il faut qu'on réussisse cette histoire de climat, parce que finalement, c'est notre vie sur Terre qui est en jeu, tout simplement. Enfin, bref, donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de poursuivre. Peut-être nos échanges à la partie buffet. Alors désolé, oui, c'est vrai qu'on va pouvoir consommer. On avait prévu un peu plus de personnes. C'est la petite France qui nous régale. Je crois qu'il faut aussi le signaler. Je voudrais aussi signaler le fait que nous avons des expositions sur les réalisations, les actions, et puis on ne sort pas du sujet ENR. Donc je vous propose tout en dînant de les voir. Vous allez pouvoir aussi discuter avec nos équipes ENR. Thierry est là, il n'était pas tout seul. Et puis voilà, alors je vous demanderai qu'une chose, c'est de respecter quand même les mesures sanitaires. On sait tous que ça devient un peu compliqué actuellement. Donc celui qui ne mange pas se court, et voilà. Merci à vous tous et on poursuit la soirée.